Bonsoir à tous et merci de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Au sommaire de cette édition, les Congolais attendent avec impatience la rencontre de ce soir. À l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, les présidents congolais et rwandais devraient prendre part au mini-sommet organisé pour traiter de la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, à Kinshasa, les journalistes membres de l'Union de la presse francophone se réunissent pour leur congrès placé sous le thème « Paix et sécurité, le rôle des médias francophones dans la résolution des conflits ». Enfin, préparatif du 14e sommet de la francophonie, Fridolin Kassochi-Moussoka était encore mercredi sur le terrain pour s'assurer de l'état d'avancement de principaux chantiers. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction revient de Kisangani où il s'est rendu en urgence au pont Epoulou 2 qui s'est écroulé il y a 2 semaines après le passage d'un véhicule surchargé. Fridolin Kassochi-Moussoka a déploré ce comportement qui expose toute la population de cette partie du pays. Voilà tout pour le sommaire, vous informer est notre devoir. Je l'ai dit en titre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, organise ce jeudi à New York un mini-sommet pour résoudre la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Organisée en marge de la 67e Assemblée générale de l'ONU, cette rencontre devrait réunir autour de Ban Ki-moon les chefs d'État des pays des Grands Lacs, dont celui de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et du Rwanda, Paul Kagame. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui font la guerre aux forces armées de la RDC dans la province du Nord Kivu depuis le mois de mai. Des accusations étayées des preuves contenues dans un rapport d'experts de l'ONU. D'ailleurs, des sources diplomatiques présentes à New York estiment que le Rwanda, je cite, fait partie de la solution de la crise qui sévit à l'est de la RDC. Pour le président Joseph Kabila Kabange, la situation d'insécurité créée par le Rwanda et son pantin de M23 dans l'est du pays est inacceptable. Elle mérite d'être condamnée et devrait donner lieu à des sanctions. Le vœu du chef de l'État devant la tribune des Nations Unies le mardi 25 septembre 2012 était de voir l'ONU engager tous les États membres, particulièrement ceux qui se laissent tenter par la violence, au respect des principes directeurs de la Charte des Nations Unies. Ceci a inspiré votre rédaction qui vous propose ce commentaire avec Rossel Martin Gandoumbuyamba. Joseph Kabila Kabange, du haut de la tribune de la 67e Assemblée générale des Nations Unies, décrypte devant ses pairs de la situation combien préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur un ton diplomatique mais ferme, le président de la République a invité la communauté internationale à mesurer la gravité du nouveau drame qui est imposé à la population de la partie est de son pays. Kabila leur demande d'agir. La situation d'insécurité créée par le Rwanda et son pantin du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo est inacceptable et devrait donner lieu à des sanctions. Pour ce faire, les Nations Unies, une organisation mondiale responsable, devrait prouver à la face du monde son efficacité et sa crédibilité. Au Conseil de sécurité de cette organisation, le respect des résolutions. Pour Joseph Kabila, le moment est venu d'agir. Déjà, divers rapports dont le plus célèbre est celui des Nations Unies avait clairement pointé du doigt le Rwanda comme principal soutien aux rebelles du M23. Kinshasa estime réunir les plus de preuves possibles pour attester d'une agression du Rwanda contre la RDC. On note des efforts que ne cesse de déployer le gouvernement congolais aux fins de parvenir à une paix durable sur l'ensemble de son territoire. Toutefois, la République démocratique du Congo a reçu des soutiens des partenaires de loin ou de près en ce moment très dur. Le président de la République l'a reconnu du haut de cette même tribune des Nations Unies. Paix et sécurité en Afrique, rôle des médias francophones, c'est le thème central des travaux du Congrès des journalistes, membres de l'Union de la presse francophone. Ces assises qui se tiennent à l'hôtel Vénus de la Gombe réunissent de professionnels des médias venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde. À la fin de ces assises de 2 jours, les participants prendront des résolutions sur le rôle que les médias sont appelés à jouer dans la recherche de la paix face au conflit qui mine le continent africain. Monulfe Bosso, Pati Alouma et Dieu merci Sueka.
Ils sont venus d'Europe et d'Afrique, ces journalistes francophones, aux côtés de leurs confrères congolais. Ils devraient réfléchir pendant 2 jours sur la paix et la sécurité en Afrique, rôle des médias francophones. Le thème est d'actualité au regard des différents conflits armés qui endeuillent le continent. Ce thème n'est pas le fait au hasard. Les réseaux de médias francophones veulent tirer l'attention des journalistes francophones sur les enjeux des conflits qui prévaut en Afrique francophone et des mutations dans le monde. Ces conflits risquent d'hypothéquer l'avenir de l'Afrique et de la francophonie. Au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, Tidiane Dio prévient que 2 cultures s'affrontent, d'une part, la culture de la paix, qu'il considère comme celle de la vie, et la culture de la guerre, qui est celle de la mort. Le représentant de l'OIF appelle les participants à cultiver la paix en tenant compte de l'importance des médias pendant les conflits armés. On ne pourra pas régler la question de la paix en dehors des médias. On ne pourra pas régler la question de la paix en dehors des journalistes. J'ai été un peu long. Je voudrais simplement dire que l'OIF, par ma voix, est extrêmement contente et extrêmement attentive aux discussions qui vont être menées. Pour sa part, le commissaire général adjoint du 14e sommet de la francophonie dit placer tous ses espoirs dans les réflexions qui sortiront de ces assises. Pour autant, il ne s'empêche pas de formuler quelques recommandations. À mettre en lumière les initiatives des médias en faveur de la paix dans l'espace francophone. Promouvoir les échanges d'expériences entre les participants invités sur la responsabilité des médias francophones dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique. Cerner les défis liés aux médias francophones en Afrique. Définir les perspectives pour une presse responsable, susceptible de contribuer à l'instauration d'un climat de paix, à la sécurité humaine et au développement du continent. Le gouvernement congolais, qui salue l'initiative et surtout la pertinence des thèmes qui cadrent aux réalités des pays africains, pense que le moment est venu pour les journalistes africains de redorer l'image ternie du continent. À la primature, Augustin Matata Ponyo Mapon a conféré avec le commissaire général du 14e sommet de la francophonie. Le professeur Isidore Ndaïwel est allé lui annoncer la participation du roi du Maroc, Mohamed VI, aux travaux du 14e sommet de la francophonie. Le Premier ministre a également accordé d'autres audiences à l'ambassadeur de France à Kinshasa et au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kampanji Kalala. Les condensés avec Doudou Ndombe Moseka Maïngo. À l'absence du chef de l'État, le professeur Isidore Ndaïwel s'est résolu d'évaluer avec le Premier ministre les préparatifs du sommet prévu ici à Kinshasa. À ce stade, selon le commissaire général du 14e sommet de la francophonie, la satisfaction est totale. Le professeur Ndaïwel a confirmé la présence à Kinshasa du roi du Maroc, Mohamed VI. Tout à fait, le Kinshasa est en position de force. La RDC est tout à fait en position de force. Et nous sommes très heureux de noter que les informations extérieures qui nous parviennent au quotidien nous confortent dans cette position. J'ai presque envie de vous donner l'information en direct que depuis hier, nous avons été informés de l'arrivée du roi du Maroc au sommet, au 14e sommet de la francophonie. Pour les habitués de la francophonie, ils savent que le roi du Maroc n'a jamais été à aucun sommet. Il se fait plutôt représenter par son Premier ministre. C'est pour la toute première fois, parce que c'est Kinshasa, il a décidé lui-même de faire le déplacement. Avec le ministre des Ressources hydrauliques, il était question de l'évaluation de son secteur. Bruno Kampanji a saisi l'occasion pour expliquer à la presse le dossier du barrage Katende qui défraie la chronique. Le gouvernement a un engagement, une obligation de réaliser le barrage de Katende. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le barrage de Katende. Le président a promis aux populations de Kasaï de l'électricité. Je dis bien de l'électricité ou du courant électrique. Le barrage, ce n'est qu'un des moyens.
Pour avoir l'électricité, nous avons besoin du barrage, c'est-à-dire de la production. Nous avons besoin des lignes de transport. Nous avons besoin des réseaux de distribution. Et nous avons besoin d'un cadre managérial de gestion. Les chefs du gouvernement ont aussi échangé avec l'ambassadeur de France à Kinshasa. Outre les questions des coopérations bilatérales, les deux hommes ont évoqué des questions relatives aux travaux du 14e sommet de la francophonie. Aussitôt rentré de Kisangani, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction a visité certains chantiers en cours d'exécution dans la capitale. Fridolin Kasushi Musoka s'est réjoui de l'avancement des travaux sur le boulevard Lumumba de l'aéroport à son croisement avec le boulevard Sendoué. Au pont Monjiba, les travaux sont fin prêts et l'ouvrage pourra être inauguré le 30 septembre prochain. Anita Lombochala. C'est devenu une habitude pour le ministre en charge des infrastructures. Aussitôt descendu de l'avion en provenance de Kisangani, Fridolin Kasushi Musoka ne s'est pas donné un temps de repos. Il s'est employé à visiter les chantiers en cours dans la capitale, dès l'aéroport international d'Ondjili. Les travaux évoluent à pas de géant. L'on peut apercevoir les endroits prévus pour planter la pelouse. Le long du boulevard Lumumba vers des bonhommes, l'ouvrage est impeccable. Les enrobés sont posés et même le marquage au sol. La délégation a poursuivi sa ronde jusqu'au pont Monjiba. L'ouvrage est fin prêt. Ce pont en béton est complètement platelé. Les raccordements à la chaussée aussi. On en est à la mise en place des équipements annexes, garde-corps, trottoirs et réverbères. Les travaux prendront fin le 30 septembre prochain, souligne Médard Ilunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Vous avez vu, avec la visite du ministre, il y a une recommandation qui s'ajoute. Le ministre veut que nous puissions nous occuper d'une structure pour préparer la fermeture, l'ouverture que vous voyez au milieu. Nous allons tout faire pour que nous puissions penser à la fermer. On ne croyait pas, et c'est vrai, personne ne croyait qu'on allait faire ce qui s'est fait pratiquement dans l'intervalle de 4 mois et demi. Point de chute de la visite, l'axe Lyon dans la commune d'Ngalema. Les enrobés ont été renforcés et tout va bien au grand bonheur des usagers. Vous le savez peut-être déjà, le pont Epoulou 2, situé à environ 260 km de Bunia, s'était effondré jeudi 13 septembre dernier. Et pour cause, la surcharge d'un camion remorque transportant une variété des marchandises, soit 150 tonnes, alors que le pont ne supportait que 25 tonnes. Le ministre en charge des infrastructures s'était rendu lui-même sur place pour se rendre compte de la situation. Fridolin Kasushi Musoka promet des sanctions sévères à l'encontre des responsables, car, dit-il, il est temps de mettre fin à ce genre d'incivisme. Suivant. C'est le jeudi 13 septembre dernier que le pont Epoulou 2 s'est effondré à la grande déception du maître d'ouvrage. Situé à environ 260 km de Bunia, ce pont jeté sur la nationale numéro 4 est d'une importance qui n'est plus à démontrer pour la survie des populations qui vivent des parts et d'autres. La catastrophe est arrivée lorsqu'un véhicule remorque d'environ 150 tonnes a tout renversé sur son passage. C'est pour la deuxième fois qu'un tel drame se produit en province orientale. Le dernier remonte au mois d'avril dernier. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction n'a pas caché sa consternation devant une telle indiscipline. Il est temps de mettre fin à de telles situations. Des sanctions vont tomber contre les responsables, prévient Fridolin Kasushi Musoka. Il faut vraiment sensibiliser, mais surtout sanctionner les services. La population, nous allons l'inviter à pouvoir aider. Elle doit venir en support. Elle ne doit pas se dire qu'elle n'a que le constat à faire. Non, aujourd'hui c'est tout le monde qui paye. Donc moi je pense que la première chose ici, j'ai parlé déjà au ministre des Transports, j'ai parlé au gouvernement provincial, plus question de camions remorques. On doit avoir un conteneur de 20 pieds, c'est tout. Sur place, les matériaux destinés à la réhabilitation de l'ouvrage sont déjà disponibles. Le directeur général adjoint de cette entreprise, Floribert Moutouti-Metila, soutient le ministre de tutelle. Il appelle la justice à se charger de ce dossier. Son entreprise a pris l'option de saisir la justice pour que l'auteur de cette destruction méchante réponde de ses actes. Voyez-vous, avec son essence, M. Limite, qui s'est lui-même déplacé pour qu'on prenne en main la réparation, la reconstruction de ces ponts, nous allons le faire dans un délai raisonnablement acceptable, c'est-à-dire que dans les 25 jours
hors intempérie. Et le ministère public va saisir des dossiers. Nous, de toute façon, on va porter plainte comme la fois passée. Et une fois de plus, la justice va faire son chemin. L'effondrement du pont Epoulou 2 a des conséquences énormes sur le plan économique. Les prix des denrées de première nécessité ont pris de l'ascenseur. Toutefois, certains riverains font des bonnes affaires. Ils construisent des barques pour traverser les personnes et les marchandises. Et justement, sur le marché, les conséquences économiques de l'effondrement du pont Epoulou 2 se font déjà ressentir. Au marché central de Kisangani, les prix de certaines denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur. Nos reporters qui y ont séjourné rapportent les habitants de la capitale de la province orientale souhaitent la réhabilitation immédiate de ce pont, réhabilité pour le bien-être de toute la communauté. Reportage. Les prix des denrées de première nécessité prennent de l'ascenseur à Kisangani depuis l'effondrement du pont Epoulou 2. Les commerçants ne travaillent plus qu'avec les stocks disponibles et déjà insuffisants pour couvrir la demande de cette grande agglomération. Un sac d'haricots, par exemple, qui coûtait 80 000 francs congolais, est passé depuis quelques jours à 150 000 francs congolais. Situation similaire avec le poisson salé. Les vendeuses exhortent le gouvernement à s'exécuter dans le plus bref délai avant que le pire n'arrive. Les prix ont augmenté à cause de l'effondrement du pont. Notre souci est de voir le pont réhabilité pour nous faciliter les affaires. À part la rentrée scolaire, l'effondrement du pont rend les affaires difficiles. Cette situation déplorable est la conséquence des mauvais comportements des transporteurs. La surcharge est à la base de l'effondrement du pont Epoulou 2. Les autorités sont vivement interpellées pour mettre fin à ces actes visiblement inciviques. La loi sur la parité homme-femme sera bientôt en examen au Parlement. La question était au centre des échanges entre la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant et le bureau de la Chambre haute du Parlement. Geneviève Inagossi a été rassurée de l'inscription de cette matière au calendrier de la session parlementaire en cours. Les débats débuteront ce vendredi 28 septembre. La rencontre a eu lieu mercredi au cabinet du président du Sénat au Palais du Peuple. Bijumbu Indoya, Marie-Jeanne Bibombatin-Fouré. C'est dans le souci de voir la RDC atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en vue d'intégrer la dimension genre dans les divers programmes que la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant inscrit sa démarche. Geneviève Inagossi propose la mise en place d'un cadre de concertation pour la promotion des droits de la femme et de la famille. Le bureau du Sénat a rassuré la ministre Inagossi que la matière est bien inscrite et sera examinée pendant la session en cours. Cette loi, précise les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, sera programmée le 28 septembre prochain. Geneviève Inagossi attend un écho favorable auprès des membres du bureau du Sénat. J'ai enfoncé une porte déjà ouverte parce que c'est d'abord un problème qui leur est également prioritaire et dont ils avaient déjà discuté au niveau du bureau. Donc je suis invitée dès vendredi prochain à venir présenter l'économie de mon texte en plénière du Sénat. J'ai sollicité auprès du bureau du Sénat la mise en place d'un cadre de concertation qui associerait les experts de mon ministère pour un accompagnement technique du Sénat dans l'examen de certains textes de loi qui pourraient avoir un lien avec le droit de la femme, le droit de la famille, mais également la protection des enfants. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant promet de ne pas baisser les bras jusqu'à ce que la dimension genre sera effective en RDC. On en vient à l'opération de la paie des enseignants par voie bancaire. 3 mois après, l'intersyndicale dénonce le manque d'organisation malgré certaines avancées. Pour cette organisation, certains enseignants ont été omis de la liste de paye établie par le CECOP et demandent au gouvernement de trouver rapidement des solutions pour des personnes préjudiciées. Anita Luambouachala, Monikunda, Evelyn Chibola. Reportage. Plus de 700 enseignants seraient omis sur la liste de paye établie par le CECOP. Depuis le mois de juillet, ces fonctionnaires de l'État disent n'avoir plus jamais touché leur salaire. Ces actes, ils le considèrent comme les aspects négatifs de la paye des fonctionnaires par voie bancaire. Face à cette situation, le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants du Congo demande au gouvernement d'intervenir le plus vite possible pour mettre fin au calvaire de ses compatriotes qui restent sans rémunération. Sur les 5 banques retenues par le gouvernement pour la paye des salaires des enseignants, il n'y a que 2, en l'occurrence TMB et Access Bank, s'acquittent correctement de leur engagement. D'autres par contre accusent beaucoup
de lacunes. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main pour que les revendications des enseignants ne puissent pas perturber l'année scolaire qui a déjà bien commencé. Le groupe Nestlé se consolide en République démocratique du Congo. En témoigne l'inauguration mercredi de son usine de fabrication de produits culinaires de la marque Maggi. Cette œuvre, dont les coûts d'investissement s'élèvent à 15 millions de francs suisses, soit 12 millions d'euros, participe à l'amélioration du climat des affaires et poursuit les efforts du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations. Bijumbo Indoya, Dieu merci Sueka. La société Nestlé. Elle est enfin là, cette usine de fabrication des produits culinaires Maggi. Aujourd'hui, Nestlé Congo peut se dire fier d'avoir réalisé un projet qui date de 3 ans et qui couronne les efforts fournis par des hommes et des femmes plus que jamais déterminés à apporter des réponses à la demande de la communauté congolaise. Dans cette ambiance festive, devant des invités de marque, la cérémonie est ponctuée de scénettes et le public découvre ainsi la gamme variée de Maggi à travers des plats délicieux préparés dans une cuisine construite pour l'occasion. Grâce à cette démonstration, plusieurs Congolais entrent en contact avec les produits Maggi et peuvent rester calmes quant à la qualité du produit. Du grossiste au détaillant, les revendeurs de Maggi ont désormais une fabrique qui leur permet de répondre à leurs besoins actuels. Cette usine est également capable de s'adapter à leurs besoins grandissants et donc de les accompagner dans l'accroissement de leurs propres affaires. Fait avec du sel iodé, les produits Maggi sont fabriqués à base d'ingrédients de très bonne qualité. Cette cérémonie est une occasion offerte au directeur technique de la zone Asie-Océanie-Afrique de Nestlé de présenter les avantages que renferme cette grande réalisation. Fruit d'un investissement de 15 millions de francs suisses, cette usine est construite selon le standard de qualité Nestlé et applique bien sûr les meilleures pratiques en matière de production alimentaire. Vous allez le voir plus tard. Elle dispose aussi d'une station d'épuration d'eau qui permet d'assurer une meilleure conservation de l'environnement. Maggi Congo emploie à ce jour 65 personnes et constitue un maillon important dans le contexte de l'industrialisation et la création des emplois en RDC. En dehors de nos frontières, sachez que les deux Soudans ont signé ce jeudi un accord conclu à Addis Abeba sur la sécurité à leurs frontières communes et l'essor de leurs échanges commerciaux qui relancera les exportations de pétrole du Sud via le Nord. Les autres litiges en suspens depuis l'indépendance en juillet 2011 de la partie méridionale et enclavée du Soudan n'ont en revanche pas été réglés. L'accord sur la sécurité permettra la reprise des exportations de pétrole sud-soudanais, vital pour l'économie Exang du Sud via Port-Soudan sur la mer Rouge. En Syrie, au moins 305 personnes ont péri hier dans les violences qui font rage. Les bilans le plus lourds en 18 mois de conflit selon un décompte de l'Observatoire syrien de droits de l'homme publié jeudi. Il s'agit du bilan le plus lourd enregistré en une seule journée depuis le mois de mars de l'année dernière. Et cela en comptant seulement les personnes identifiées. Si l'on compte les corps retrouvés et non identifiés, le bilan s'alourdirait. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour être tout à fait complet avec l'actualité nationale, Rosa Wazi nous emmène à effectuer avec elle la ronde des journaux parus ce jeudi. Revue de presse. Les sommets à New York qui s'ouvrent aujourd'hui est à la une de journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Les phares titrent New York non au péché mortel. En principe, la réunion de New York devrait servir à faire un état exhaustif de lieux en rapport avec le moyen politique, diplomatique, humain, financier, militaire et matériel à mobiliser au niveau de la communauté internationale pour proposer des solutions efficaces et réalisées au retour à la paix dans la partie est du Congo démocratique, la restauration de l'autorité de l'État à l'arrêt du drame humanitaire. L'avenir qui va dans les mêmes sens pense plutôt que cette réunion servira, selon le secrétaire général des Nations Unies, de plateforme pour la poursuite du dialogue visant à renforcer les efforts régionaux dans la recherche d'une solution pacifique à la crise dans l'est de la RDC où le mouvement rebelle, avec l'appui du Rwanda voisin, mène une rébellion armée depuis déjà plusieurs mois. Malgré la convocation de cette réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le secrétaire général des Nations Unies estime que même si les opérations militaires du M23 sont moins intenses depuis juillet dernier, la situation reste fragile.
La prospérité, pour sa part, s'interroge sur les attentes du peuple congolais de ces sommets. Le chef d'État Joseph Kabila y a répondu lors d'une interview qu'il a accordée à la radio onusienne de New York. Je cite, « Ce qui serait acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais est une paix juste entre le pays de la région, pas seulement le Rwanda, mais tous les pays de la région. Moi, je suis content parce que la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins sauf un seul pays. Alors, ce qui serait acceptable pour moi et le peuple congolais, c'est la paix durable pour nous tous. » Fin de citation. Revenons sur l'intervention de Joseph Kabila à la tribune des Nations Unies avec le potentiel. Pour le président Joseph Kabila, la situation d'insécurité créée par le Rwanda et son patin de M23 dans l'est du pays est inacceptable. Elle mérite d'être condamnée et devrait donner lieu à des sanctions. Le vœu du chef de l'État devant la tribune des Nations Unies le mardi 25 septembre 2012 est de voir l'ONU engager tous les États membres, particulièrement ceux qui se laissent tenter par la violence, au respect des principes directeurs de la Charte des Nations Unies. L'observateur, faisant toujours allusion à l'ouverture de la 67e Assemblée Générale des Nations Unies, rapporte la déclaration de Ban Ki-moon « Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme quant à la direction que prend notre famille humaine. » Fin de citation. Le secrétaire général des Nations Unies a notamment déploré l'insécurité et l'injustice généralisée ainsi que les inégalités et l'intolérance que le monde connaît en ces moments, conclut le journal. Et voilà une belle synthèse des journaux Rosawazi qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Le reste de l'actualité sur ce www.lepotentielonline.com. Bonne soirée pour ceux qui restent branchés sur les ondes de la télé républicaine. Au revoir. La famille Chemissi Betoutoua Mouché a la profonde douleur d'annoncer à toute la famille Chemissi, aux amis et connaissances, le décès de leur fille, sœur et cousine Lydie Chemissi. Décès survenu le mardi 25 septembre 2012 à l'hôpital général de Kinshasa des suites d'une longue maladie. Le recueillement a lieu au domicile familial dans la commune de Lemba Terminus sur l'avenue Kiangwe numéro 12, référence immeuble Lokolé. Le reste du programme vous sera communiqué ultérieurement pour la famille Adam Chemissi. Oh, tika ete azwalokumu. La famille Chemissi Betoutoua Mouché a la profonde douleur d'annoncer à toute la famille Chemissi, aux amis et connaissances, le décès de leur fille, sœur et cousine Lydie Chemissi. Décès survenu le mardi 25 septembre 2012 à l'hôpital général de Kinshasa des suites d'une longue maladie. Le recueillement a lieu au domicile familial dans la commune de Lemba Terminus sur l'avenue Kiangwe numéro 12, référence immeuble Lokolé. Le reste du programme vous sera communiqué ultérieurement pour la famille Adam Chemissi. Oh, tika ete azwalokumu.